Donc bonjour à tous. Oui, donc cet exposé va se faire à deux voix, donc par Arnaud Van Boxholm, donc spécialiste variété pour Terrinovia, et moi-même donc ingénieur de développement sur la région Centre-Val de Loire. Donc pourquoi cette présentation là, certains vont se dire voilà, on est presque au prochain semis, pourquoi pas plus tôt? Ben voilà, c'est des données qui ont mis un certain temps à être acquise, un travail de longue haleine, notamment par Arnaud, sur les traitements stats, sur la rigueur scientifique. Bon, ça fait un certain nombre d'années, c'est un dossier qui me tient à cœur depuis très longtemps, parce qu'on va dire qu'on a commencé avec mon collègue Jean-Claude Lacotte à la station du Subray à observer les premiers comportements des variétés face aux ravageurs depuis 2013. Donc on avait des petits classements, mais des classements sur un essai, voilà, c'est peut être toujours plus ou moins dangereux. On avait des altises, on avait du charançon, du bourgeon terminal. Donc petit à petit, on a réussi à mettre en place un certain nombre d'observations avec de la répétibilité, avec de la statistique derrière, à l'échelle France. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Alors derrière les ravageurs, il y a aussi cette notion de vigueur. Donc on en a toujours parlé, vigueur implantation, vigueur automne. On ne savait pas trop de quoi on parlait. On voyait des choses visuellement. La question, c'est comment avoir des éléments répétables entre plusieurs observateurs. Donc, c'est ce qu'on souhaite vous présenter ce matin, c'est vous présenter un petit peu la méthode de façon simple. Arnaud a fait un beau document qui sera mis en ligne après avec toutes les informations pour ceux qui voudraient aller plus loin. Mais voilà, là, ce matin, c'était un petit focus sur comment on a fait et puis les premiers résultats qui sont disponibles. On a commencé déjà un petit peu à vous présenter lors de certaines réunions qu'on aurait sûrement présentées, comme le disait Véronique tout à l'heure, de façon plus large si les réunions de terrain avaient lieu. Donc, c'était l'objectif de vous présenter, agriculteurs et techniciens ce matin, les premiers résultats par rapport à cette évaluation variétale. Véronique, diapo suivante. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les variétés, c'est un sujet qui nous fait tous les uns comme les autres beaucoup discuter, beaucoup travailler. Mais j'ai voulu faire quand même quelques diapos d'intro pour vous dire voilà, attention, c'est pas parce que je vais prendre la meilleure variété du monde qui a tous les critères que ça va solutionner tous mes problèmes. Donc je souhaitais quand même si on enfonce un peu des portes ouvertes, des communications qu'on a pu avoir ces dernières années, vous rappeler que la réussite de la culture, au jour d'aujourd'hui, dans la difficulté de production actuelle, alors surtout dans les anciennes zones de colza, donc notamment les zones les plus argileuses et les plus séchantes, qu'on doit cumuler un certain nombre de facteurs. Donc il y a bien entendu tout ce qui est préparation de sol, donc ça va se faire dans les prochains jours pour les plus précoces ou dans les prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui va s'engager très rapidement, la préparation de sol pour les prochains colza. Le semer tôt, on a bien vu que voilà, on a besoin de colza avec des stades de développement assez importants, notamment avant l'arrivée des altises adultes. Donc voilà, le semer tôt reste très d'actualité. Nos colza associés, qui sont un élément, on ne va pas l'aborder ce matin, mais voilà, on a beaucoup de résultats aujourd'hui qui démontrent tout l'intérêt des colza associés face à la croissance, face aux ravageurs, face à plein de choses. Donc ça reste des choses importantes. La fertilisation au semis, donc là c'est un semoir pour faire du minéral, mais ça peut être organique, minéral et les deux éventuellement, dans certaines situations et selon le contexte de production, notamment par rapport aux directives nitrates. Le choix des semences, c'est un peu ce qui nous intéresse ici. Donc, j'ai mis volontairement des graines nues parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir plusieurs possibilités, des traitements de semences, de la coloration uniquement, ou éventuellement de la graine noire. Donc, ça fait partie aussi du débat de ce matin. Le choix des semences par rapport à la vigueur, par rapport à des tolérances, par rapport aux ravageurs, c'est des choses c'est la petite partie qu'on va voir ce matin. Et puis aussi la notion de désherbage. Aujourd'hui, avec l'évolution du désherbage, notamment par rapport au chlore, vous savez tous que les chlores ont des impacts un petit peu très efficaces sur l'enherbement, mais aussi limitant la croissance. Donc, des désherbants à placer au bon endroit, avec le désherbage de poste qui s'est fortement développé. On peut aussi, quand c'est possible, quand on n'a pas de pression graminée importante, se permettre de lever un peu le pied sur les chlores et donc d'avoir un colza un petit peu poussant. Diapo suivante, Véronique. Alors, j'ai pas illustré toutes les parts du camembert parce que sinon on aurait pu faire l'exposé en totalité sur la culture du colza ce matin. Juste voilà, un élément important, deux séries de photos, un semis du début août et un semis du 10 septembre. Je vous laisse apprécier la différence de développement au début octobre, au mois de novembre et puis à partir de la floraison.
hein. Donc là, forcément, les dégâts de ravageurs sont importants et le potentiel est fortement handicapant entre ces deux parcelles. Suivante. Alors, sur les variétés, Arnaud avait fait un travail très intéressant il y a 2 ans maintenant sur l'importance des différents facteurs sur les variétés. Alors, je vous ai dit, c'est vrai que les variétés, on souhaite tous avoir la meilleure, celle qui est en première position. Par contre, si on regarde un petit peu la décomposition de l'importance du choix variétal dans le résultat final, on peut être rapidement déçu, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on va dire les 75% du résultat est lié à l'itinéraire technique, au sol et au climat. Et puis le reste, vous voyez, il y a un petit bout de génétique, un petit peu d'interaction variété-essai, c'est-à-dire, voilà, c'est est-ce que la variété est au bon endroit dans des essais variétés, hein. Donc, on va dire, allez, si on additionne le génétique plus la bonne variété au bon endroit, ça fait une quinzaine de pourcents. Donc, la différence variétale, c'est 15% du résultat. Alors, attention, il y a un petit bémol, c'est que si je mets la mauvaise variété au mauvais endroit, ça peut être détonnant, hein. Si je prends quelque chose de très peu poussant dans un sol argilo-calcaire qui est déjà naturellement peu poussant, avec une grosse pression altise, par exemple, ça peut te faire un cocktail relativement détonnant. Bon, si je choisis à peu près la bonne variété au bon endroit, bah, l'enjeu d'une différence d'une variété à une autre va être autour d'une quinzaine de pourcents. Donc, il faut relativiser. Ce qu'on va présenter ce matin, c'est vrai qu'on voit des choses, il y a des écarts, mais bon an, mal an, ça ne fera pas tout. Donc, l'objectif, c'est de dire, attention, je vais faire la synthèse de tout ce qu'ils vont dire ce matin, je vais prendre la meilleure, et puis je fais comme avant, et ça va y aller. Non, c'est malheureusement, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire, on prend l'ensemble des éléments des diapos précédentes, et on rajoute, on saupoudre avec la variété, et normalement, on essaie de rester du meilleur côté de la barrière. Hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc attention, malheureusement, les variétés ne feront pas tout. Diapo suivante. Un petit délai. Alors, je voulais revenir aussi sur les critères de choix. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, globalement, le FOMA occupait la grande majorité de nos esprits, et puis le rendement. Mais c'est vrai que le rendement, on en discute tout le temps, mais on voit bien que souvent, on a des facteurs beaucoup plus limitants que le rendement. Et dans les essais, entre la première et la dernière, sauf de façon anecdotique, on va dire que le rendement, c'est voilà, l'écart entre les variétés est très très faible, et dans beaucoup d'essais, on n'a pas forcément de différence significative. Donc c'est ce FOMA qui nous a occupé pendant 10-15 ans. On va dire qu'aujourd'hui, on en parle moins, mais on voit bien que cette année, le contournement RLM7, des choses comme ça, c'est en train de bouger. Donc, ça reste quand même un dossier d'actualité. C'est vrai qu'on a des automnes beaucoup moins humides, beaucoup moins frais, donc le FOMA s'exprime moins. Mais cette année, on voit quand même un peu de FOMA dans les essais, donc vigilance. On va dire après le FOMA, on a tout de suite eu des soucis de FOMA sur élongation. Donc, on a commencé à parler élongation il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. Donc, c'est vrai on faisait du tri sur les variétés de façon assez sévère sur la partie FOMA, élongation, et puis FOMA, élongation. Et puis, le temps passant, on va dire qu'on arrive en 2020, où là, on voit apparaître des nouveaux critères. Alors, ces 2 dernières années, on a parlé du YV, je l'ai mis en bas de la liste, mais on voit apparaître nos histoires de vigueur d'implantation, c'est d'avoir un colza qui pousse dès l'implantation pour prendre de vitesse un certain nombre de problématiques ravageurs. On a une notion de croissance automnale, donc c'est les 2 éléments qu'on va présenter ce matin, c'est-à-dire avoir des colzas qui poussent tout le temps, c'est-à-dire poussent tout le temps calmement. Hein. On a vu que voilà, par rapport aux ravageurs, un colza qui poussait au début et puis après qui s'arrêtait, c'était pas forcément bon. Donc d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus calme, mais en croissance permanente. Donc ça, c'est des choses qu'on a souhaité mettre en œuvre. Donc c'est ce qu'Arnaud va vous développer ce matin. Le comportement ravageur, donc ça, on l'a observé depuis de nombreuses années. On avait du mal à mettre des éléments derrière. Donc là, on a commencé cette année, c'est les premiers résultats. Ça vous fera voir qu'il y a bien des différences génétiques. Donc les semenciers travaillent eux aussi depuis quelques années, mais c'est long, mettre bien en évidence des écarts dans leur pépinière. Et on voit aujourd'hui, on touche du doigt qu'on a bien des écarts. Le FOMA reste d'actualité, le rendement, bien entendu, et puis aussi la notion TYV, mais qu'on n'abordera pas ce matin. J'oublie pas, bien entendu, tout ce qui est tolérance à l'inverse, les précocités reprises, floraison, maturité, mais qui sont aujourd'hui des éléments, je veux dire, c'est pas les éléments les plus principaux qui sont intéressants pour la survie du colza dans un certain nombre de territoires. Donc voilà un petit peu où on en est ce matin. Donc on va présenter tout ce qui est vigueur, implantation, croissance automnale, et puis comportement ravageur. La suivante. Donc, je vais passer la parole à Arnaud qui va vous décrire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on entend par rapport à vigueur avec les premiers résultats. Alors, bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Véronique, Julien, c'est bon? Impeccable. Ok,
Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais me représenter pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, moi, c'est Arnaud Van Boxhorn. Donc, je suis responsable national de l'évaluation des variétés chez Terrinovia. Et donc, comme l'a dit Julien, donc je prends la suite pour vous présenter les travaux qu'on a réalisés sur les ravageurs. Donc sur les larves de ravageurs depuis 1 an et depuis 3 ans déjà hein, sur la vigueur, c'est pas des nouveaux travaux, mais on commence à avoir des résultats consolidés maintenant et qui nous permettent de pouvoir communiquer sur le sujet. Donc Véronique, il va falloir que tu fasses un petit peu l'animation de la diapo. Donc au début, donc on a en fait différentes phases qui sont désignées par le même mot, le mot vigueur. C'est vrai que quand on est sur le terrain, il y a beaucoup de personnes qui emploient le mot vigueur, mais pas forcément pour désigner la même chose. En fait, les vigueurs, il faut toujours préciser à quel stade on parle, quoi. Il y a différents types de vigueur de vocabulaire. Donc il y a la vigueur à la levée, hein, au démarrage, qui est parfois utilisé comme terme. Il y a la vigueur de départ, qui est en fait le stade qui est en fait la durée entre la levée et le stade 3-4 feuilles, qui est en fait un stade qu'on nous a semblé important pour regarder s'il y avait un intérêt, en fait déjà une différence variétale, premièrement, et deuxièmement, si cette différence variétale avait un intérêt face aux morsures d'altise. Donc en gros, avoir un peu plus de surface foliaire pour résister mieux aux altises. Donc plus de vigueur au départ pour cette cible-là. C'est pour ça que la vigueur au départ, on l'a définit nous de la levée à 3-4 feuilles, puisque pour rappel, le stade 3-4 feuilles, c'est le stade limite de sensibilité aux morsures d'altise adultes. Voilà. Donc ça, c'était les 2 premières années. Ensuite, cette année, on a étudié sur une phase plus longue la vigueur automnale. Donc la vigueur automnale, c'est ce qu'on se considère comme étant la phase de croissance active du colza à l'automne, donc de 3-4 feuilles à l'entrée d'hiver, grosso modo. Voilà. Quand la variété soit arrive à un plateau, soit selon l'intensité de l'hiver, les premières températures froides du mois de novembre-décembre, va décroître aussi. Voilà. Donc cette phase dynamique de croissance, nous l'appelons vigueur automnale. Vous avez bien la vigueur à la levée, qui est la vigueur d'émergence en fait, entre le semis, la durée entre le semis et la levée, la vigueur de départ entre le lever 3-4 feuilles, et la vigueur automnale de 3-4 feuilles à l'entrée d'hiver. Ensuite, nous avons une autre phase qu'on a étudiée également, qu'on ne met pas sous la phase vigueur, mais c'est déjà la couverture maximale du sol à l'automne, ou la biomasse à l'entrée de l'hiver, qui sont deux choses différentes, qui sont parfois liées. Mais en gros, est-ce qu'il y a des différences variétales de couverture du sol maximale à l'automne? Et est-ce que aussi il y a des différences de biomasse? Donc ça, en termes de pesée. Voilà, je vous expliquerai voilà un petit peu la différence après. Ensuite, il y a une phase qu'on va pas forcément voir aujourd'hui, mais on a acquis des données puisqu'on n'aura pas le temps de la regarder, mais c'est la phase de décroissance hivernale. Donc ça, forcément, elle va être liée au climat, forcément, si on a un hiver doux, un hiver froid, mais il y a également une différence variétale et en gros, de différence de perte de feuilles, de sénescence, qu'on a observé même cette année avec un hiver pas forcément très vigoureux. On avait des variétés, même si on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais vous l'aurez après dans le dossier technique sur notre plateforme. Il y a des variétés qui rentrent en sénescence plus vite que d'autres. Il y a d'autres qui gardent une biomasse certaine à l'entrée de l'hiver malgré le froid. Nous avons étudié ensuite la biomasse sortie hiver. Donc pour savoir si la variété a réussi à maintenir un certain niveau de biomasse à la sortie de l'hiver, ce qui peut être important. En fait, en gros, ça va être l'azote qu'il va y avoir dans la plante et qui peut lui servir après à débuter sa montaison. Donc toute cette phase-là, en fait, automnale, mais aussi de printemps, on l'a étudié cette année. Et là, par contre, c'est plus la cible larve de charançon blond terminal ou larve d'altise. Donc nous allons regarder du coup une des variables à regarder, ça va être donc la présence de larves d'altise dans les plantes. Et on va regarder du coup si on va avoir une différence entre variétés de présence de larves d'altise. Également, nous allons regarder les dégâts finaux, donc les pores buissonnants, etc. Et la vitesse de montaison au printemps, qui ne sera pas présentée ici. On a un petit peu moins de données acquises cette année de par le contexte,
que la vigueur automnale, mais on a déjà des premiers éléments et il nous semble important d'étudier cette phase de précocité de reprise, de vitesse de montaison, et que certains appellent vigueur au printemps, vigueur de montaison, vigueur à la reprise. Donc pour revenir au terme, au propos de mon début de cette diapo, voilà, le terme vigueur, il faut toujours le préciser puisque ce qui est noté sur le terrain peut parfois être un peu différent. Donc il faut bien savoir de quoi on parle et de quelle phase du cycle on parle. Et nous, on a vraiment scindé cette phase du cycle, le cycle en plusieurs phases pour pouvoir regarder s'il y a des différences, variétales. Tu peux passer à la diapo suivante, Véronique. Il y a un petit décalage. Oui, donc voilà la vitesse de montaison. Voilà. Et donc, pour étudier d'abord ce critère vigueur, qu'on a étudié depuis 3 ans. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain depuis, qui est facile à faire, qui est fait, on va dire, assez couramment, qu'on faisait déjà avant, c'était la note visuelle de 1 à 9. Qui, pour nous, donc on a d'abord étudié cette méthode et en fait, elle est souvent assez imprécise. Il y a pas mal de... L'œil humain est... J'ai un petit écho. L'œil humain est donc il y a un point de vue assez subjectif. L'œil humain n'est pas toujours parfait. On est très sensible à la couleur, un vert plus clair, un vert plus foncé, alors que ça n'a rien à voir avec la vigueur. Du coup, pour classer les variétés, pour les caractériser, pour mesurer les différences, ça ne convient pas cette méthode. Donc, elle est utile en parallèle, mais il nous fallait une méthode beaucoup plus précise et à plus haut débit qui nous permette d'objectiver les choses, de pouvoir mesurer, de pouvoir quantifier précisément la vigueur. Donc on avait deux types d'acquisition de la donnée. Donc on a fait ça en fait par imagerie. Précédemment, on a fait ça par imagerie, pardon. Donc on a d'abord commencé par des photos numériques par simple appareil photo sur des placettes. Donc dans les essais, on avait 3 petites placettes d'1 mètre carré quand on prenait des photos. On a fait ça les 2 premières années parce que c'était le plus simple à court terme en termes de matériel. Par contre, c'est très long à faire. Il faut imaginer que ça fait plusieurs milliers de photos par essai. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'était efficace, mais très long en termes d'acquisition. Du coup, cette année, on a commencé par utiliser donc une acquisition par drone. Donc, on reste toujours sur une image photo, RGB classique. Donc, comme vous pouvez avoir, ce sont des drones qu'on peut avoir même en grand public. Donc, on va faire différentes photos à différentes dates, que ce soit sur l'appareil photo ou sur le drone. Et puis, comme ça, on va regarder l'évolution de la surface foliaire. Donc, tu peux passer la suite, Véronique. Donc, une fois que ces images sont acquises, soit par la photo, soit par l'acquisition de drone, on convertit ces photos-là, soit en noir et blanc en fait, et le blanc va être en fait le vert, le noir va être le sol, ou d'autres logiciels font ça en gris et en vert. Voilà, ça dépend de quel logiciel de traitement on utilise. Peu importe. L'idée c'est quoi? C'est que on va mesurer le pourcentage de vert sur la photo. Donc en gros, 100% de pourcentage de vert, le colza couvre à 100% la photo, le sol, couvre le sol à 100%, et 0% le colza n'a pas encore levé. Donc, on va ensuite étudier la variation de ce pourcentage de vert sur les photos qu'on va prendre à différentes dates. Je peux passer à la diapo suivante. Et donc, ce pourcentage de vert va être vraiment une variable quantitative qu'on va pouvoir quantifier. Donc là, vous voyez par exemple un exemple d'acquisition. On voit déjà, ne serait-ce que visuellement, la variété du milieu qui semble être un peu plus vigoureuse à l'automne que les deux qui sont à côté. Donc, tu peux mettre l'animation, Véronique. Donc, on va avoir une croissance du colza. Voilà, on va avoir une évolution de la couverture du sol. Donc, je vous l'ai dit, l'évolution du pourcentage de vert au cours de l'automne. Ensuite, donc on va ensuite calculer l'air sous la courbe, qui est en fait la surface qui a sous la courbe qui est tracée par la dynamique et qui va être, Véronique, tu peux passer l'animation, et qui va être en fait l'air sous la courbe va être la mesure, en fait la variable qu'on va utiliser pour mesurer la différence de vigueur à l'automne. En gros, comme vous voyez, plus l'air sous la courbe sera importante, plus on considérera que la variété est vigoureuse à l'automne. Après, animation suivante, on a également donc pour mesurer la vigueur au départ.
on va utiliser uniquement l'image à 3-4 feuilles. Alors pourquoi? Parce que les premières années, on a fait une aire sous la courbe, et c'est assez compliqué entre la levée et 3-4 feuilles de faire l'air sous la courbe. Et c'est aperçu que en fait, la dynamique de la levée à 3-4 feuilles est très fortement corrélée à la simple image qu'on obtient à 3-4 feuilles du colza. Donc en gros, le pourcentage de verre, le pourcentage de couverture à 3-4 feuilles du colza nous suffit à en déduire la dynamique, enfin la vigueur à la levée, la vigueur de départ, pardon, la vigueur de départ du colza. Donc c'est plus simple. Du coup, cette année, on a démarré à ce stade-là et ensuite on a fait la vigueur automnale. Il y a une autre variable qui ne sera pas forcément présentée ici, mais où il y a des différences variétales. Donc, sur l'animation suivante, il y a en fait la couverture maximale du sol, qui est en fait le niveau où la variété atteint soit un plateau de couverture du sol à l'automne, soit elle va ensuite rentrer en décroissance, parce que l'hiver va approcher. Donc voilà en termes de méthode qu'on a utilisée pour la vigueur à l'automne. Donc diapo suivante. Donc ensuite, animation. Donc ensuite, à partir de la photo, on obtient donc comme j'ai dit le pourcentage de verre. On va ensuite avoir donc des moyennes qui vont être calculées essai par essai. Et ensuite, on va faire la comparaison des moyennes des variétés. Donc on aura une valeur par variété, une valeur par essai. On va comparer comment se comportent les variétés, comment elles se classent les unes par rapport aux autres dans chaque essai. On va faire une analyse statistique, notamment une analyse de variance, donc qui va nous donner, savoir si on a un effet variété, donc ça veut dire est-ce qu'il y a une différence significative entre variétés, est-ce qu'il y a un effet essai, est-ce qu'il y a un effet, une interaction entre le variété et essai, ça veut dire que les variétés n'ont pas tous le même classement entre les essais. Et ensuite, donc après avoir étudié les effets, on va réaliser un test de Tukey assez classique, pour mesurer les différences variétale avec une erreur qu'on a paramétrée à 10%. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une classification ascendante hiérarchique. En gros, c'est quoi? On va classer les groupes. On va classer en 5 groupes, donc les variétés, en fait, selon comment elles se comportent. Donc, des groupes en fait de comportements similaires. Voilà, on va au niveau statistique. L'analyse va nous regrouper les variétés qui ont le même comportement, qui ont le même type de vigueur. Donc vous verrez dans les diapos suivantes qu'on va vous présenter uniquement des tableaux de façon plus simple. On va présenter une moyenne par groupe pour avoir la valeur et on va vous présenter le nom des variétés. Donc il faut simplement, c'est pas une classification de 1 à 5, il faut bien retenir que c'est les résultats de l'étude statistique. Donc, ça veut dire que ce sont les variétés qui semblent au niveau statistique être proches les unes des autres. Voilà, dans chaque groupe. Et on les a classées du coup selon la valeur du groupe. Vous verrez après, ce sera plus concret. Donc, diapo suivante. Alors, la première année, quelles sont les premières conclusions? Donc, la première année, on a testé ça que sur quelques variétés, puisque c'était pour mettre en point la méthode. Et on a essayé de regarder les autres effets, en fait, les autres effets que la variété. Donc, bien évidemment, il y a toujours, comme l'a dit Julien en introduction, l'effet environnement, itinéraire technique, pédoclimat qui est prépondérant, toujours aux 3/4 des effets. Si on enlève cet effet des 3/4, si on regarde que les effets qui sont liés à la variété. On a étudié du coup l'effet variété, l'effet lot de semences, par exemple, et du coup, donc on a étudié différents lots de semences pour la même variété, différents PMG, etc. Deux variétés assez différentes l'une de l'autre. Et en fait, on remarque que on a en fait on a un effet significatif de la variété. Vous voyez, qui est majoritaire. Donc en fait, on a un effet aussi également significatif lot de semences, mais qui est moindre que l'effet variété. Donc en fait, ce qui nous paraissait important, en fait, c'était de savoir si l'effet de lot de semences nous empêchait en fait de caractériser les variétés. Parce que si on a un effet lot de semences qui est plus important que l'effet variété, ça ne sert à rien de classer les variétés entre elles. Mais heureusement, voilà, on a eu ce résultat-là et on a vérifié du coup que en fait, on a un effet variété qui est beaucoup plus important. Et l'effet de lot de semences a beau être significatif, il est quand même beaucoup moindre que l'effet variété. Donc on peut s'affranchir de l'effet lot de semences, puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas tester
toutes les variétés produites dans les mêmes conditions. Donc, on ne peut pas avoir le même type de lot de semences pour toutes les variétés. Donc, c'est impossible au niveau expérimental. Heureusement, cet effet-là, il est significatif, mais il est moindre. On a aussi regardé l'effet PMG qui est lié en fait aux deux. Hein. Le PMG en fait est lié au lot de semences et lié au type variétal. Et il n'y a pas eu d'effet PMG significatif, sauf pour des PMG inférieurs à 3,5 grammes, ce qui est plutôt rare. Hein. C'est des très petites graines, c'est plutôt très rare en semences certifiées. Parfois, ça peut arriver dans certaines récoltes pour ceux qui utilisent des semences de ferme. Hein. Il faut savoir que si on a de la petite graine, la petite graine, il y a un effet. Hein. Il y a un effet sur la vigueur au départ. Sauf que là, supérieur à 3,5, pas d'effet. Des PMG à 7, 8, c'est pas parce qu'ils sont gros qu'il y aura un effet. Donc voilà, ça c'était important de le savoir. Et puis on avait à l'époque, qui n'est plus autorisé aujourd'hui, le TIRAM, et on avait du coup regardé simplement si le traitement de semences avait un effet. Sur ces essais-là, on n'avait pas trouvé d'effet de vigueur au départ, que ce soit traité ou non traité. Mais je ne vais pas m'apesantir sur cette thématique-là, traitement de semences. Il y a eu d'autres essais on a communiqué là-dessus sur notre plateforme. Donc voilà. Mais simplement, voilà, en aparté, on avait aussi également étudié l'effet traitement de semences et on n'a pas trouvé d'effet sur la vigueur de départ. Ce n'était pas forcément un facteur intéressant à mettre en œuvre dans l'expérimentation. Véronique, tu peux passer à la diapo suivante. Donc ça, c'était pour la première année. Donc il y a un petit décalage, je pense. Voilà. Arnaud, avant que tu reprennes, ouais. Juste parce qu'il y a quelques vidéos, quelques caméras qui sont allumées, si vous pouviez les désactiver, parce que là, on a de temps en temps l'image se floute, parce qu'on a des problèmes sûrement de débit. Donc, pour ceux qui ont encore des caméras d'activer, ça serait sympa de les couper. Merci. D'accord. Donc je pensais qu'il y avait que moi, mais non, d'accord. Il y a le flou. Alors, donc là, c'était la première année. Donc on va dire une étude préliminaire au niveau de la méthode. Ensuite, on a décidé d'évaluer les variétés vis-à-vis de la vigueur au départ à grande échelle. Donc ça, on l'a fait donc en 2017-2018. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Et du coup, et on l'a fait donc cette année. Donc vous avez du coup, on a étudié, on a fait ça dans des essais variétés. C'est pour ça que vous avez en fait la série variétale du grand réseau Terrenovia 2017-2018 et de cette année. C'est pour ça qu'aussi les variétés changent, puisqu'il faut évaluer, on évalue toujours les nouveautés qui arrivent sur le catalogue. Et puis il y a des variétés qui sont communes, puisqu'on réévalue certaines variétés, il y a des variétés témoins qui restent. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors la première année, donc on a classé ça en 5 groupes des groupes variétaux. On a donc un groupe, une variété en fait qui détermine un groupe par elle seule, ce qui est Cristiano, on a trouvé la plus vigoureuse au départ. Donc là, on est que sur la vigueur au départ. Attention par rapport à ma diapo d'introduction. On l'avait choisi comme témoin pour ça, donc tant mieux. Ça vérifie un petit peu ce qu'on avait pu voir précédemment par les notes de vigueur classiques. On est à 25% de couverture du sol, 26%. Donc en gros 26% de surface solière, même si c'est pas tout à fait exact. Mais on va parler de couverture du sol. Alors que le groupe 5, qui est plutôt ici représenté par Amplitude, Cadran et Dookie, sur la vigueur au départ, j'insiste, ça va évoluer après, on est plutôt à 17%, donc une différence de 9%. La première année, donc après vous aurez accès un peu à tous ces tableaux-là, donc vous pourrez regarder un peu plus précisément variété par variété, parce qu'on n'aura pas forcément le temps d'étudier toutes les variétés. Je vais parler peut-être un peu des témoins. On a Exception qui par exemple, plus au niveau milieu de tableau, comme on l'attendait en termes de vigueur. Architecte, une vigueur au départ pas trop mal, ainsi que Quickstorm qui était encore cette année-là vigoureuse. Et puis un petit mot sur Mambo, qui n'est pas la moins vigoureuse. Au départ, vous allez voir après, ça va être différent. Qui est une lignée, qui était la seule lignée qu'on avait ici dans ces essais-là, qui était un témoin, en fait, témoin vigueur faible. Et finalement, il y a des hybrides qui sont moins vigoureux qu'au départ que cette lignée-là. Donc, ça c'est pour en aparté par rapport au débat lignée hybride. Voilà, il ne faut pas dire toujours que tous les hybrides sont forcément plus vigoureux. C'est le cas pour la plupart. Au départ, il y a quand même une lignée qui n'est pas si mal que ça, qui est Mambo, qui est quand même dans le bas du classement. Donc, il ne faut pas toujours opposer lignée hybride, il faut juste parler variété. Tout court. Voilà. En deuxième année,
déjà, premier enseignement, regardez la variété la plus vigoureuse, qui est Ambassador, qui elle-même représente un groupe statistique à elle-même, qui est large, enfin, qui est plus vigoureuse au niveau statistique. En moyenne, même si les écarts sont différents entre essais, pardon, on avait une moyenne à 13% de surface foliaire, de couverture du sol, pardon. Donc en fait, on voit qu'il y a une différence déjà entre années. Donc on voit que le climat influence forcément la taille des feuilles, la couverture, puisque on avait 25% au stade 3-4 feuilles la première année pour mesurer la vigueur au départ, et puis pour mesurer la vigueur au départ cette année, on avait cette campagne-ci 13-14% en moyenne. Donc on a, en gros, au même stade, on avait des feuilles plus petites, quoi. Donc ça peut expliquer certaines années, on a du coup des feuilles plus petites au même stade, et du coup, on peut avoir des dégâts qui sont plus impactants pour la culture. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'était un enseignement déjà qui est intéressant de quantifier ces choses-là par drone ou par appareil photo. Ça nous permet de voilà d'avoir quelque chose, une donnée intéressante aussi pour le bilan de campagne. Pour en revenir sur la vigueur de cette année, on avait aussi Aviron et Matteo qui représentaient un deuxième groupe statistique en termes de variété vigoureuse. Et en variété qu'on peut encore appeler vigoureuse puisqu'il y a Cristiano dedans, on avait un groupe un petit peu plus large, voilà, avec Exiti, Feliciano, Architecte, etc. On retrouve notre architecte qui se comporte de la même façon. Et puis un groupe 5, voilà, un peu plus en retrait, même si les différences sont moins importantes que l'année précédente, où vous retrouvez un certain nombre de variétés, et puis Mambo qui est toujours dans ce groupe 4, qui n'est pas dans le dernier groupe statistique. Donc, en gros, vous avez sur les 2 années à peu près 7-9% de différence entre les groupes statistiques. Après, à l'intérieur des essais, si vous voulez regarder à l'intérieur des essais, ce que vous n'avez pas là, vous avez à peu près une différence qui est au maximum de 10 à 15% de couverture du sol. Donc, si on simplifie, on peut dire 10 à 15% de surface foliaire en plus. Donc, le levier vigueur au départ par rapport aux morsures d'altise, 10 à 15% de surface foliaire en plus, ça va pas tout faire, hein. Donc, je refais la boucle par rapport à l'introduction de Julien. Les leviers agronomiques qui datent de semis, là où vous date de semis, par exemple, ou fertilisation, vous allez gagner plus sur la surface foliaire que le levier génétique. Par contre, bah, si vous cumulez les leviers, là, ça peut être intéressant, hein, au niveau vigueur. C'est un cumul de leviers, mais si vous me prenez une variété très vigoureuse, la plus vigoureuse, c'est pas ça qui va forcément vous sauver votre cosa par rapport aux morsures d'altis, puisqu'on va jouer au maximum sur 10 à 15% de la surface foliaire. Mais c'était intéressant de le quantifier. Donc, c'est bien aussi, Julien l'a dit au cours de notre présentation, c'est bien de savoir que c'est les leviers, on essaye de les additionner, mais un levier seul, type levier génétique, ne va pas tout faire. Ça, c'est intéressant de le quantifier également. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Véronique. Alors ensuite, donc là, c'était la vigueur au départ, la différence variétale. Est-ce qu'il y a une différence variétale de la vigueur à l'automne? Donc, sur une phase beaucoup plus longue, de 3-4 feuilles à l'entrée de l'hiver. Donc, on va prendre que la phase de croissance active. Là, vous avez la phase de croissance active à gauche. Donc là, c'est la date en abscisse, hein, c'est des quantiles, mais peu importe, ce sont des dates. Et puis en ordonnée, vous avez le pourcentage de couverture. Donc l'évolution de pourcentage du vert de couverture, de la surface foliaire, même si c'est pas vrai, pourcentage de couverture, on va dire, dans cet essai. Dans ces 7 essais, on va regarder que la phase de croissance active. Donc quand ça arrive au plateau, on supprime ces données-là. On nous intéresse que la phase de croissance active. Ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'on a des phases de croissance qui sont un peu différentes entre essais. Donc, avant de regarder les différences variétales, on va déjà regarder les différences entre essais. Même si c'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on cherche à regarder les différences variétales, on voit déjà qu'il y a des différences entre essais, en sachant que c'est l'effet environnement, hein. Chaque essai est dans un environnement avec un itinéraire technique différent. Donc, on reboucle par rapport aux 75%. Donc, on va voir par exemple en extrême subdré avec un semis plus précoce qui va être à 75% à la fin de couverture du sol, 80%, à jeun, voire 90% à jeun par exemple, et un semis un peu plus tardif à Rennes, on va simplement être à 50% de couverture du sol. Donc après, là-dedans, il y a un effet écartement de semis, un effet itinéraire technique, date de semis, etc., etc. Mais en tout cas, c'est simplement pour, en parenthèse, dire qu'attention, je vais vous montrer les différences variétales, mais il y a aussi, voilà, ce qui est important aussi dans la dynamique et ce qu'on va atteindre en couverture du sol à l'entrée de l'hiver, c'est l'ITK, clairement, voilà. Bon, mais pour une même situation, on regarde les différences variétales, c'est ce qu'on a fait dans l'étude. C'est regarder les différences variétales pour une même situation, dans une même parcelle. Et vous voyez que pour un même essai, on va avoir des essais, là ce sont les graphiques sur la droite, on va avoir des essais en fait, comme le subdré, on va avoir des différences variétales qui vont être assez importantes entre variétés.
Par contre, un essai comme Nancy, bon là ça pixelise un peu, mais c'est plutôt le graphique de gauche. Ici, là où on est Nancy, on a beaucoup moins de différence, hein. Vous voyez, les histogrammes enfin pardon, les boîtes à moustaches là sont beaucoup moins, sont beaucoup plus proches les unes des autres en termes de valeur. Donc voilà, on a aussi, il faut savoir qu'il y a des différences, il y a des parcelles où on va avoir un peu plus de différence. Le levier génétique va être plus important, d'autres non. Diapo suivante, Véronique, s'il te plaît. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la même chose que le classement qu'on a fait en vigueur au départ, mais cette fois-ci pour la vigueur à l'automne. Donc on a mesuré l'aire sous la courbe. Souvenez-vous par rapport à mon introduction. Donc c'est une aire. Donc l'unité va pas vous parler puisque c'est une aire. On peut même pas parler de centimètres carrés ou de choses comme ça, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité, mais peu importe, c'est pour quantifier. C'est une mesure quantitative qui nous permet de regarder au niveau statistique les choses beaucoup plus précisément. Donc dans les 7 essais, suivis par drone cette année, à différentes dates, nous retrouvons en fait finalement nos 3 variétés vigoureuses au départ. Donc là, il y a un lien pour ces 3 variétés. Ambassador qui est en tête, qui représente un groupe statistique à elle seule. Également Aviron et Matteo. Ensuite, on a un groupe 3 qui est assez large de variétés, on va dire plutôt vigoureuse, puisqu'il y a Architecte dedans, qui est un peu notre témoin. Cristiano, pardon, excusez-moi. Cristiano qui est dedans, qui est un peu notre témoin. Bon, Architecte, on le connaît aussi pour être proche de Cristiano. Bon, voilà, dedans, vous avez des nouveautés également. Et puis, des variétés un peu plus en retrait, comme le groupe 5, Mambo ou Black Million. Mambo qui est donc là une lignée, donc par rapport à ce que je dis tout à l'heure, Mambo finalement c'est ce qui est observé sur le terrain, donc c'est rassurant en fait d'avoir des témoins qui se comportent, qui valident un peu notre analyse, puisque Mambo on sait très bien qu'au départ il est pas si mal que ça, c'est pas le plus vigoureux loin de là, et on sait très bien qu'à l'automne par contre lui il va les écarts en fait vont s'accentuer avec les hybrides, voilà, et du coup on retrouve tout à fait ce qu'on a observé sur le terrain, donc c'est très intéressant que sur drone on retrouve la place de nos témoins, quoi. Voilà, il y a quand même un petit peu plus de variabilité au niveau de couverture, etc. On voit des dynamiques qui vont, enfin, tonales qui vont, même si ça se traduit pas au niveau statistique, on voit quand même qu'il y a des différences variétales qui sont plus importantes que la vigueur au départ. Voilà. Et je l'ai pas dit, mais la vigueur au départ avait donc l'effet variété était significatif. Donc quand on mesure les effets, ça veut dire qu'il y a des différences variétales qui sont significatives. C'est également le cas pour la vigueur automnale. Voilà, j'avais oublié de le dire pour la vigueur au départ. Donc la vigueur automnale, on a également des effets significatifs. Et tu vas pouvoir passer à la diapo suivante, Véronique. Donc ça, on a étudié du coup la vigueur à l'automne, donc les 3 premières années, donc dont cette année. Et on a souhaité cette année compléter ces dispositifs-là sur la thématique donc larves de ravageurs. Ce qu'on a fait avant, c'était plutôt pour les actifs adultes, la vigueur au départ, pardon, et la vigueur automnale plutôt pour les larves de ravageurs. Et du coup, il nous fallait regarder d'autres paramètres par rapport aux ravageurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place différents dispositifs dans notre réseau variété habituel ou qu'on utilise, voilà. Donc, on a dans les 8 essais qu'on conduit en station Terrinovia, qui font partie du réseau variété, on a fait nos mesures de vigueur par drone. Et ben, on va rajouter un bloc non traité qui va être la copie du bloc 3 et le bloc 4 va être du coup un bloc non traité, insecticide, contre les larves. Donc il n'y aura pas de traitement tardif. Il y aura peut-être parfois des traitements contre les petits adultes si jamais la survie de l'essai est en jeu, puisqu'on cherche à le récolter aussi, hein. Mais pas de traitement contre les larves, ça c'est important, ce qui peut accentuer du coup les dégâts, puisqu'on cherche à regarder l'effet des larves. Donc ça, il y a eu ça sur 8 dispositifs, dont 7 ont réussi. Ensuite, on a mis en parallèle 4 essais dédiés. Donc là, eux ne vont pas rentrer dans la synthèse variétale, mais ce sont des essais variétés avec la série variétale de l'année. Et on va le faire en entièrement non traité. Donc en entièrement non traité, du coup, on va pas récolter l'essai pour faire la synthèse variétale, évidemment, vous imaginez bien, parce qu'on se permet que l'essai soit complètement détruit par les ravageurs, ce qui n'était pas le cas cette année, mais on se permet du coup qu'il y ait une très forte attaque. Justement, on recherche à mesurer les différences. Et du coup, on va répéter un témoin dans l'essai 3 fois par bloc. Pourquoi? Parce qu'on sait il existe une variabilité spatiale des attaques d'Altis. Et du coup, on veut prendre en compte, on essaye d'avancer en même temps qu'on acquiert de la référence, on essaye d'avancer sur la méthode.
Donc, sur la méthodologie, on essaye de prendre en compte cette variabilité spatiale des attaques. Et du coup, c'est pour ça qu'on a répété les témoins dans cet essai-là. Donc, on avait 4 dispositifs qui ont réussi. Et donc, en fait, ça nous servait en même temps à détecter des variétés qui ont les meilleurs comportements, à regarder s'il y a un effet variété, différence variétale par rapport à des différentes variables que je vais vous montrer après. Et en même temps, on avance sur la méthodologie, puisque c'est la première année qu'on fait ce type de dispositif, même si, comme l'a dit Julien en introduction, il y avait des choses qui se faisaient notamment en région centre depuis quelques années. Mais là, c'est la première année où vraiment, on va dire, il faut s'imaginer un peu le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment la première année qu'on a vraiment mis autant de moyens sur le sujet, et vous voyez que les résultats vont être assez intéressants. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi communiquer sous forme webinaire, même si on n'a pas encore récolté ces essais-là cette année. Diapo suivante. Arnaud, il faut que tu accélères un petit peu parce qu'il est 9h15. Merci. Donc en gros, pour faire simple, pour respecter l'horaire, donc on a mesuré différentes variables. Donc on a mesuré les larves qui étaient présentes par les berlaises. Hein. Donc on va faire sécher les plantes, ça va tomber dans un bac et on va compter le nombre de larves. On a fait des mesures de drones de peuplement qui ne va pas vous être présenté aujourd'hui. Les biomasses aussi également à l'entrée de l'hiver, à la sortie de l'hiver. On a regardé les différences entre variétés et la différence de dégâts finaux. Tu peux passer à la diapo suivante. Damien. Is now joining. Et donc on a mesuré du coup la première variable qui va être le nombre de larves par plante. Donc on a regardé la différence variétale. Donc on a fait des berlaises, donc des prélèvements de plantes dans toutes les parcelles, donc dans les 11 dispositifs. Il faut s'imaginer le travail, c'est quand même 400 berlaises faites en tout. Donc on remercie le technicien Tainovia. Et on a donc un effet variété déjà qui est significatif. Hein. On a une différence variétale de présence de larves entre les variétés. Donc, entre les groupes statistiques, toujours 5 groupes qu'on détermine, on a entre le groupe 1 qui a le moins de larves, qui est représenté par une seule variété Feliciano, avec 3,2 larves par plante en moyenne, ça peut être plus ou moins important selon les dispositifs, et le groupe 5 avec 5,2 larves, on a du coup une différence maximum entre groupes de 2 larves par plante. C'est un constat, mais c'est une différence qui peut être beaucoup plus importante dans certains essais. On va voir qu'on va avoir des différences un peu différentes entre essais. Et aussi, on a quand même une infestation larvaire qui est plutôt moyenne cette année. On pouvait s'attendre à avoir un petit peu plus de larves dans les essais. Il y a des années, on a quand même beaucoup plus de larves. Donc ça, c'est aussi un effet année. Mais il y a des différences variétales qui est significative. Donc avec Feliciano, dans le groupe 1, grand groupe 2, statistique, il y a Aviron, Capello, Black Buzz, Addition. Et puis dans le groupe 5, Tempo, Amplitude, Plantation, Architecte et Duplo. Donc diapo suivante. Donc vous voyez, vous avez une différence variétale. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous inquiétez pas, on communiquera du coup sur ces données-là. Donc vous aurez le temps de regarder précisément les différences variétales. Donc ensuite, on va mesurer les dégâts sur plantes. Donc on va mesurer les plantes déformées, les plantes faciées et les plantes saines. Donc c'est 3 choses différentes sur les mêmes micro-parcelles. Est-ce que vous pouvez couper vos micros parce qu'il y a un parasite, s'il vous plaît. Donc au niveau des plantes faciées, donc les plantes faciées en termes de vocabulaire, en fait, ce sont des pores buissonnants. Donc ça va être plutôt des symptômes précoces. Donc un apex qui va être touché, notamment par les larves qui vont atteindre le cœur. Donc ça va être plutôt inféodé au charançon du blond terminal, mais pas que. Donc on peut avoir concomitance avec des larves d'altise sur ce type de dégâts. Donc quand je vais parler de plantes faciées. Quand je vais parler de plantes déformées, ça va être plutôt larves de grosse altisme, puisqu'elles sont mobiles, ça va être des symptômes qui vont être plus tardifs. La larve va atteindre l'apex principal ou les apex secondaires, etc. Et donc va déformer la plante, mais plutôt plus tardivement au printemps. Et donc on va des plantes déformées. Donc ça va être plutôt inféodé par contre aux larves d'altise, puisqu'elles sont mobiles, contrairement aux larves de charançon du blond terminal. Donc on va voir qu'il y a des différences de comportement des variétés sur ces deux dégâts en fait. Donc c'est assez intéressant. Donc ça peut expliquer qu'il y a des différences de comportement aussi selon le type de ravageur présent. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête avant d'interpréter les données. Donc, sur la diapo suivante, où je vais vous montrer donc du coup les différences variétales toujours avec la même méthode de statistique. Et en fait, on va avoir
Sur le critère plante déformée, on n'aura pas d'effet statistique, d'effet variété, en fait, mais on aura quand même des différences statistiques qui sont constatées, même si au niveau statistique, il n'y a pas c'est pas significatif. On va avoir donc toujours les 5 groupes. Donc le premier groupe avec 17% de plantes déformées, donc qui va être représenté par Black Buzz, Tentation et Feliciano. Et puis un groupe plus en retrait avec Exception et Excity. Donc ça, sur les plantes déformées, ça va être plutôt lié donc là, c'est pardon sur 5 dispositifs chacun. Ça va être plutôt lié aux dégâts de charançon terminale, mais aussi on peut avoir la larve d'attise. Évidemment, je vous ai fait le classement que sur les essais où il y avait des dégâts. Il faut savoir que on avait 11 dispositifs, donc sur les autres dispositifs, il n'y avait pas de dégâts. C'est pour ça que c'est pas représenté ici. Il y avait 100% des plantes qui étaient saines. Voilà. Donc sur les essais touchés, voilà pour les plantes déformées. Sur les essais touchés, on a comparé aussi les plantes faciées. Par contre, là, on a un effet qui est très significatif. Donc là, on a une différence variétale au niveau statistique qui est significative sur les plantes faciées, donc qui sont plutôt liées aux larves d'altis. Et là, on a plus de différences d'ailleurs entre les extrêmes, les groupes extrêmes. On va avoir le groupe numéro 1. On a en moyenne sur ce groupe 8% de plantes faciées dans ces dispositifs-là. Donc on retrouve Feliciano qui a un comportement similaire. On retrouve Picasso également qui est plutôt bien classé, addition, amplitude. Et donc du coup, on va avoir par contre des différences un petit peu sur certaines variétés. Je pense notamment à Tentation, qui était autant pas trop mal en plante déformée, plutôt bien, et qui va être un peu moins bien classée en plante faciée. Donc on va avoir des variétés en fait qui vont un petit peu être différentes selon le type de dégâts. Donc c'est pas les mêmes plantes. Soit une plante est déformée, soit elle est faciée, soit elle est saine. Donc vous pourrez regarder ça après dans la diffusion de notre étude par la suite, le classement variétal. J'ai pas le temps de faire variété par variété, donc sur la diapo suivante, Véronique, on va regarder du coup les plantes saines, parce que les plantes saines en fait, c'est quoi? C'est en fait ce qui reste, ce qui est sain, ce qui n'est ni déformé ni facié. Donc en fait, ça prend en compte les deux variables précédentes, ce qui est plutôt intéressant comme variable. Et on va regarder les plantes saines. Les plantes saines, on a une différence qui est significative également au niveau statistique entre variétés. On a le groupe 1 statistique qui est représenté par Feliciano, forcément puisqu'il est bien dans les deux, Picasso également, amplitude, avec à peu près les 3/4 des plantes qui restent saines dans ces essais-là qui sont touchées. Voilà. Dans les essais touchés, on a le groupe 5, par contre, on a 50% des plantes qui sont saines, qui sont donc de ce groupe 5 statistique, on a Architecte, Exception et Black Million. Donc en gros, on a une différence entre groupes statistiques extrêmes de 25% en moyenne. Ça reste toujours des moyennes, évidemment, il y a des différences plus importantes entre essais, mais on a quand même 25% de plantes saines en plus dans les essais touchés. Alors, évidemment, dans les essais pas touchés, tout le monde était à 100% de plantes saines. Donc dans les 5 autres dispositifs, tout le monde était à 100%. Voilà. Là, je n'ai fait le focus que sur les essais touchés pour essayer de mesurer une différence variétale qui est significative et qui est représentée ici par cette diapo. Donc sur la diapo suivante, en fait, on a regardé avec Julien, il nous paraissait intéressant de regarder, d'étudier en fait les deux variables intéressantes au printemps. Ça va être ce pourcentage de plantes saines, donc en ordonnée. Donc plus la variété va être haute sur le graphique, plus il y aura des plantes qui vont rester saines. Plus la variété va être sur la droite, plus il y aura des larves d'altis présentes dans la plante. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de relation directe. On n'a pas une belle droite, une belle bisectrice, pardon. Du coup, on ne va pas avoir de relation directe entre le nombre de larves et les dégâts, en fait. Puisqu'il y a aussi d'autres critères. Il y a la vigueur, la vitesse de montaison, etc. Mais aussi d'autres ravageurs qui sont présents, qui sont les charançons de long terminal, qui étaient présents dans les essais et qu'on n'a pas quantifié, puisque c'est très difficile de quantifier ce ravageur-là. C'est beaucoup plus facile pour les larves lattices. Bref, et donc dans ce graphique-là, on a, donc j'ai pas passé variété par variété puisqu'on n'a pas le temps, mais simplement pour vous montrer que Feliciano, par exemple, elle, on peut expliquer en fait certains comportements. Feliciano qui, en fait, semble avoir des plantes saines plutôt parce qu'elle a un nombre de larves assez faible. Vous verrez dans l'étude détaillée qu'on vous publiera après que on publiera également d'autres variables comme la biomasse. Par exemple, Feliciano a une vigueur plutôt moyenne à l'automne, a une des biomasses les plus faibles à l'entrée d'hiver, mais malgré ça, en fait, elle a, grâce à un nombre de larves d'altis plus faible, elle tolère mieux la présence. En fait, elle a moins de dégâts, au final.
Amplitude et Picasso, elles vont être plutôt au milieu, au niveau du nombre de larves, et elles, c'est plutôt la biomasse qu'elles vont avoir à l'entrée d'hiver qui vont plutôt faire qu'elles ont plus de plants de sel. Cadran, par exemple, elle est plutôt moyenne, ça va être plutôt sa précocité. Elle est connue pour sa précocité. En milieu de classement, vous avez Matteo Capello, eux, ça va être plutôt un mélange entre biomasse, mais surtout aussi larves actives, puisqu'elles font partie des plantes qui ont moins de larves. Par contre, sur la droite, vous allez avoir des variétés qui vont cumuler un peu le nombre de larves d'un assez importantes, comme Black Million, Architect, et qui vont être un pourcentage de plantes saines plutôt faible. Également des variétés qui vont supporter un peu plus les larves actives, mais qui en ont beaucoup plus, comme Tempo, Duke et City, qui vont être vraiment un peu moyens quand même en plantes saines. Exception, elle, qui va avoir finalement pas plus de larves que les autres, mais qui va être, pour d'autres raisons, manque de vigueur, etc., de biomasse, va être du coup plus en retrait. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul type variétal qui va expliquer une tolérance, pas une tolérance, mais une absence ou une présence de dégâts. Ça va être en fait un peu le comportement tout au long du cycle qui va faire que les dégâts vont s'exprimer ou vont pas s'exprimer. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. C'est aussi ce qu'on souhaitait vous communiquer ici. Il n'y a pas d'idéotype de variétés qui vont se comporter toutes les vigoureuses, par exemple comme Ambassador, c'était la plus vigoureuse, c'est pas forcément celle qui a eu le moins de dégâts. Donc il y a des choses qui sont voilà. Il faut prendre un peu chaque critère voilà, à part et bien regarder voilà, les relations entre les différents critères. Et ça, c'est ce que je vais aussi vous communiquer cette semaine dans l'étude qui sera publiée. C'est la relation entre les différents critères, entre les différentes variables et l'importance de chaque variable. Donc ça, ce sera vous permet de préciser un peu plus, expliquer un peu plus ces différents comportements et on va les expliquer de plus en plus dans les années à venir, puisqu'on continue à faire le même type d'essai. Donc la diapo suivante. Il faut que tu conclues. Ah bah, ça tombe bien. Ouais. Donc là, je vais laisser la parole à Julien qui a introduit et qui va conclure par rapport aux perspectives. Oui, donc merci Arnaud. Donc là, on vous a présenté, on voulait pas, on aurait pu vous tenir la matinée sur l'ensemble des résultats. Donc il y a d'autres données qui sont disponibles dans les travaux qui ont été conduits ces 2-3 dernières années, notamment sur toute cette campagne. Donc notamment sur des notions de différence variétale, sur les biomasses entrées d'hiver, sur les sorties d'hiver, mais aussi sur des éléments de perte de biomasse, c'est-à-dire des variétés qui vont avoir des pertes de biomasse pendant la période hivernale, si on veut parler qu'on a encore des hivers. Mais alors, on peut avoir des variétés qui poussent, des variétés qui décroît. Voilà. Et puis après, des interactions entre ces éléments-là. Donc, on aura aussi des éléments sur les vitesses de montaison. Donc, il y a des questions qui sont apparues. On va y répondre, et notamment aussi sur les relations de précocité, donc précocité reprise. Donc je reposerai les questions à Arnaud après. Voilà. Donc on avait eu 11 essais cette année répartis sur l'ensemble de la France. L'objectif de l'année prochaine, c'est aussi en fonction des moyens des uns et des autres, c'est de capitaliser un peu plus d'essais, donc un peu plus de milieux. Donc c'est des choses qui seront intéressantes. Et puis après, l'objectif sera aussi de pondérer. Donc là, on a essayé de maximiser dans les situations les plus difficiles. Ce qu'il faut être clair, c'est que globalement, on pourra pondérer les résultats. Dire, voilà, dans un limon profond, dans des zones poussantes, on n'a pas forcément la notion de vigueur, implantation automne, est-ce qu'elle est nécessaire? La question est ouverte. Les endroits où il n'y a pas forcément une pression ravageur importante, est-ce que ce comportement un peu meilleur de certaines variétés par rapport aux ravageurs est important? Voilà, donc l'objectif aussi sera peut-être demain de rajouter des pondérations en fonction des secteurs pédoclimatiques, sachant que voilà, chacun pourrait éventuellement choisir ces éléments en fonction de ses problématiques, donc élongation, FOMA, vigueur, pas vigueur, etc. Donc voilà, ça ouvre. Alors certains vont dire que ça complexifie. C'est vrai que l'an dernier, on a déjà fait évoluer la communication FOMA par rapport à l'évolution des résistances du FOMA par rapport aux génétiques utilisées. Là, on rajoute quelques éléments supplémentaires qui peuvent être élongation, qui peuvent être vigueur, etc. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc vous retrouverez ça à fur et à mesure, alors soit sur Myvar pour tout ce qui est classification habituelle, ou éventuellement sur le portail pour les classifications nouvelles qui vont nécessiter aussi des réflexions de savoir comment on va classer. Là, on montre des différences entre les variétés. La question, c'est est-ce que ça sera transposable d'une année sur l'autre, parce que pour avoir des classements, il faudra d'une année sur l'autre. Donc voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place et c'est intéressant pour la culture du colza. Je vous propose qu'on
clôture ici. Donc, quelques questions qui ont été posées. Donc, je les repose directement à Arnaud. Donc, il y a une question notamment sur la précocité reprise. On en avait parlé avec Arnaud. Hein, sur voilà, la question, c'est j'ai quelque chose qui redémarre de bonne heure au printemps. Est-ce qu'il y a moins d'accidents, hein, si je comprends bien la question. Arnaud, je te laisse répondre pendant que je dépouille les autres questions. Oui, donc oui, c'est ce qu'on a pu observer sur certains types variétaux. Mais je dirais qu'il y a différentes phases, comme j'explique au début. Il y a la précocité de reprise. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les stades de colza, c'est C2, D1. Hein. Donc, C2, début d'élongation de la tige, et D1, début d'apparition des boutons. Et on va avoir aussi tout ce qui est ce que j'appelle moi la vitesse de montaison. Ça va être entre D1 et avant floraison, donc stade E, qui est aussi assez important. Et on a des différences variétales. On peut penser, oui, en effet, parce que j'ai parlé de cadran notamment, mais voilà, qui est assez précoce. On a des types variétales qui semblent un peu mieux tolérer les ravageurs de par cette vitesse de montaison plus importante. Mais je vous ai pas présenté ici, je vous la communiquerai dans l'étude cette semaine. J'ai pas encore pu étudier finement les choses parce qu'il faut savoir que cette phase-là est très rapide, elle est très différente entre essais, elle nécessite du coup une observation très fine. La précocité de reprise est très difficile à noter en fait au niveau expérimental et du coup pour affiner, pour savoir quelque chose d'avoir très précis, avoir quelque chose de très précis plutôt que d'avoir simplement 3 groupes de variétés, il nous faut des données précises et ça c'est pas forcément toujours évident à avoir en essai, surtout avec le contexte de cette année. Donc, on va étudier finement puisqu'on pense qu'il y a une relation entre les deux. Mais je sais pas forcément toutes les variétés précoces en reprise sont pas forcément tolérantes ou un meilleur comportement face aux ravageurs. Il y a d'autres critères qui sont importants, hein, comme je l'ai montré précédemment. Mais on peut penser par l'expertise terrain et par ce qu'on a observé, certains produits, en effet, qui étaient plutôt des types précoces, qui s'en sortaient mieux ces dernières années aussi. Il faut se rappeler que voilà, ces dernières années, on n'a pas eu d'hiver, c'est ce qui semble un peu se profiler la plupart des années maintenant. Ces profils-là sont plutôt favorisés, oui. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut vérifier, c'est sur des climats un peu différents. Mais voilà. Je vais prendre une autre question. Donc, la notion de gros colza avec moins de dégâts, a priori, ça marche bien, hein, témoignage. La question, c'est le risque du gel. Alors, attention, hein, on a des exemples et des contre-exemples. Donc, l'objectif n'est pas forcément d'aller vers des colzas énormes. Hein. On a eu des situations avec des colzas à 4-5 kilos, par exemple, mesurés autour du 15 octobre, arrivée de l'arbre d'altise et puis la parcelle finit retournée. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est bien d'avoir des colzas qui vont pousser régulièrement. Hein. C'est toute cette notion de vigueur automne qui traduit une croissance régulière. Et l'objectif, c'est pas forcément d'avoir des à-coups. Donc, c'est le cas. Après, sur la partie gel, c'est clair qu'un gros colza est plus sensible à la perte de feuilles. Par contre, dans les secteurs à gel important, ce qu'il faudra attendre, un colza poussant, oui, mais pas forcément un colza avec de l'élongation. On n'en a pas parlé ce matin, mais ça veut dire que voilà, après, chacun va devoir faire ses choix. Quelque chose de très vigoureux avec des effluents d'élevage dans une zone très gélive, c'est potentiellement un risque. Donc après, c'est pour ça qu'on parlait de pondération des critères de choix selon les régions et selon ce qui est le plus grave. Hein, c'est toujours le problème de la balance, c'est difficile à équilibrer, mais il faut essayer de pencher vers la problématique la plus importante. Donc voilà, donc attention, raccourci, gros colza, pas de problème. Quoi. Hein, on le constate, mais c'est un peu plus complexe que ça dans des conditions de production et c'était le témoignage notamment sur la partie gel. Deuxième réponse facile par rapport à ça, une autre question. Est-ce que la vidéo sera disponible en replay? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on la mettra en totalité ou est-ce qu'on va la découper en morceaux pour un visionnage plus rapide? C'est des choses qui vont être prévues dans les prochains jours. Une question pour Arnaud. Est-ce que les modalités d'inscription au CTPS vont évoluer suite à ces travaux? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà. Donc, peut-être à l'avenir qu'il y aura une rubrique comme on a ouvert pour le TUYV, hein, voilà, par exemple au CTPS à l'inscription, il y a des variétés qui sont inscrites TUYV dès l'inscription de la variété en France. Donc sur la vigueur peut-être et sur les ravageurs peut-être un peu plus tard, mais peut-être que ça viendra certainement puisque reste aussi à avancer aussi sur la méthodo et puis avoir un peu plus de références pour consolider un peu les dispositifs. Mais certainement qu'à terme, ces critères-là, en tout cas, seront au moins donnés à titre informatif, puisqu'on collabore régulièrement avec le GVS pour avoir des informations dès la préinscription. Donc oui, peut-être, sûrement. Alors une question, je vais prendre, les écarts de vigueur sont-ils corrélés à une meilleure efficience de la fertie ou simplement une dynamique de croissance plus favorable? En fait, on observe bien des écarts. Après, si on transforme ça en biomasse,
puis en teneur en azote ou en quantité en azote, les écarts sont relativement faibles. Donc au final, pour ma part, on est plus sur une partie dynamique de croissance, sur un effet génétique, plus que voilà une efficience de l'azote. Je pense que c'est un peu plus complexe que uniquement la partie fertilisation, enfin ou disponibilité des éléments dans le sol. Voilà, c'est lié vraiment à la partie génétique. Alors une question pour Arnaud, pensez-vous caractériser les variétés sur les critères thermo ou photosensibles? On pourrait, oui, on pourrait faire beaucoup de choses. Alors déjà, je ne vais peut-être pas répondre à la question, mais en effet, les mêmes résultats, en tout cas, on peut déjà les exploiter, puisqu'on a une dynamique en étudiant justement l'aspect rayonnement, température. On peut corréler du coup les données qu'on a acquises par rapport à ces données climatiques. C'est prévu en tout cas. Bon, il y a déjà pas mal de boulot dans la préliminaire pour pouvoir communiquer ça à court terme. Relier ça au climat, c'est prévu. Voilà, dans l'étude, mais plus dans un second temps. On va falloir être un peu patient par rapport à cette étude-là. En effet, c'est assez intéressant de regarder la réponse à la photopériode. Bon, ça a été fait aussi dans d'autres projets de recherche, ça aussi. Mais en tout cas, juste dans cette étude-là, c'est prévu de relier ces données-là aux facteurs climat qui sont la température et on pourrait regarder la photopériode, le rayonnement, enfin la photopériode à l'automne en effet. Et puisqu'on a différents sites d'essai aussi, donc avec des climats un peu différents. Donc c'est prévu, mais je ne sais pas si ça répondra totalement à la question. Voilà. Et puis je vais finir par les deux dernières questions. Donc, une, c'est plus une affirmation ou un constat. Le statut azoté du sol sur la phase automnale est très important sur la vigueur du colza. Je dirais oui et non. Alors, il n'y a pas que la partie azotée. On voit beaucoup plus d'effets par des apports de phosphore que des apports d'azote, notamment au moment de l'implantation. Et puis attention, l'azote, même si dans l'inconscient collectif, c'est un élément très important, ne pas oublier le début au niveau de l'intro, c'est bien l'ensemble des facteurs qui vont jouer sur cette phase automnale. S'il y a de l'azote, mais que vous tombez sur une semelle à 5 cm, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc attention aux raccourcis, pas plus de raccourcis sur le choix variétal en disant « Ah, j'ai pris la bonne, je fais n'importe quoi, ça va le faire ». Ça marche malheureusement pas comme ça. Et puis la dernière question, est-ce que vous avez testé les effets variétaux en fonction des conduites, donc semi-direct, TCS, alors j'allais dire même labour. Alors je crois que Dominique Delaunay, mon collègue de la 28, était parmi nous tout à l'heure. Donc on a fait ça il y a une quinzaine d'années. Dominique croisait les essais variétés en fonction de deux bandes de travail du sol, labour et non labour à l'époque. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas photo. On peut suivre des variétés comme Aviso en labour. Ceux qui l'ont connu, les plus anciens, étaient à très bon comportement en termes de visuel, on va dire. À l'époque, on parlait pas de vigueur de mesure, etc. Et par contre, dès qu'on le mettait en technique simplifiée, c'était un petit peu la catastrophe. Donc oui, il y a bien des différences variétales entre guillemets, entre la structure du sol au sens large et donc éventuellement le comportement des variétés. Mais voilà, là, ça serait encore, à mon avis, un élément supplémentaire à retravailler. Mais bon, chaque chose en son temps. Pourquoi pas, si on arrive à mutualiser les moyens des uns et des autres, ça peut, plus on aura d'essais, plus on pourra éventuellement segmenter entre les essais implantés en labour, en simplifié ou voire en direct, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'essais conduits en direct, mais ça pourrait apporter des éléments supplémentaires. Donc, une dernière question, mais voilà, c'est la dernière de la dernière. Il y avait l'intérêt des mélanges variétaux. On ne va pas l'aborder là, vous pouvez revenir vers nous. Mélanges variétaux, je fais simple, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais mis en évidence au niveau du potentiel d'intérêt des mélanges variétaux. Par contre, sur l'attirance avec des variétés éventuellement qui attireraient les altises et d'autres qui les repousseraient, le débat est ouvert. Je pense qu'on en reparlera dans les prochaines années. On va d'ailleurs tester l'année prochaine cet aspect mélange avec une variété plus sensible, un petit peu comme le principe d'Alicia, pour donner des perspectives aussi, pour regarder si ça a un intérêt ou pas. Voilà. D'avoir une sorte de plan de piège, mais c'est purement théorique aujourd'hui, c'est pas encore prouvé. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Alors, je m'excuse, on a un tout petit peu de retard. C'est un peu de ma faute parce que j'ai fait une intro un petit peu trop longue au démarrage. Donc, Arnaud a été obligé de se presser par ma faute. Vous voudrez bien pas nous en tenir rigueur. Je vous remercie. On va mettre en ligne rapidement sur la plateforme le diaporama, le webinaire en totalité ou éventuellement découpé par morceaux. Et puis, Arnaud a fait un très beau document écrit, où vous pourrez retrouver l'ensemble des explications pour ceux qui voudraient vraiment se plonger dans tous les résultats. Je vous remercie tous et puis pour certains, je vous souhaite un bon début de moisson si ce n'est pas encore commencé. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.